Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais très peu d'entre elles s'en souviennent. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Remerciements. Merci à tous mes petits patients qui ont été une source inépuisable d'anecdotes et de partage. Merci à leurs parents de m'avoir fait confiance. Merci à ma nièce Aéline pour les illustrations réalisées entre sa 7e et sa 8e année. Et enfin, merci à mes enfants de continuer à me nourrir de leur amour indéfectible. Je vous aime au-delà de tout. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire d'avoir 7 ans. On me dit, c'est l'âge de raison. Est-ce que ça veut dire que je vais avoir raison tout le temps, maintenant? Mais alors si c'est ça, pourquoi je dois toujours écouter les grandes personnes? Moi je sais juste que maman et papa, l'école, les devoirs, les copains, mamie et papy, ma petite sœur, mon grand frère, c'est pas facile tous les jours. Je ne comprends pas toujours tout. Je sais pas pourquoi il faut faire tout ce qu'on me demande. Si je pouvais choisir, je regarderais les dessins animés et je mangerais des frites avec les doigts, et puis du chocolat et des bonbons en dessert. Mona et Gaspard, 7 ans. Bonjour. Vous avez mon livre entre les mains. Chouette. Nous allons donc passer un petit moment ensemble. Avant toute chose, je ne veux ni vous juger ni vous culpabiliser ni vous inonder de conseils ou d'avis de spécialistes. Je souhaite juste vous ouvrir la porte de cet univers particulier de l'enfant, et plus spécialement lorsqu'il vient d'avoir 7 ans. C'est une aventure sensationnelle que d'avoir 7 ans. C'est presque magique. Trottinons ensemble, apprenons à nous connaître et partageons nos fous rires et nos ras-le-bol. On se sentira moins seul, on aura peut-être plus envie de prendre le temps de se regarder grandir et de se découvrir. À l'origine, je l'avais écrit en un seul tome. Cependant, pour qu'il soit plus facile d'accès, nous avons décidé avec l'éditeur de le présenter en 2 volumes. Avoir 7 ans à la maison et avoir 7 ans à l'école. Vous pouvez indifféremment lire l'un ou l'autre ou les deux. Bonne lecture à vous tous. Si vous avez lu Avoir 7 ans à la maison, vous avez pu découvrir les obligations des parents envers ma petite personne. Avant tout, les parents ont l'obligation de me mettre en sécurité. Sécurité affective bien sûr, mais aussi de veiller à mon alimentation, mon sommeil, mon bien-être physique, psychologique, biologique, et pour cela, ils disposent d'outils, de conseils, de référents pour les aider à mener à bien la délicate mission de faire de moi un adulte équilibré et épanoui. Pour compléter ce premier ouvrage, voici donc la présentation de la 5e obligation des parents, m'envoyer à l'école, la grande école. Et croyez-moi, c'est un sacré défi. Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école? France Gall. 5e obligation des parents, m'envoyer à l'école. À l'école. En voilà une invention. Que de stress et de complications pour entrer à la grande école. Je crois que j'étais mieux en maternelle. Moi, je voulais bien y aller à l'école. Mais très franchement, j'ai vite compris que ce truc qu'on avait bien voulu me vendre comme l'aventure du siècle s'apparentait plutôt à une immense supercherie. J'y suis allée à l'école, très tôt. Perdue dans une cour, entourée d'enfants tout aussi perdus que moi, à la recherche des bras de maman et papa et de doudou, je me suis retrouvée dans une grande pièce avec des jouets, mais que je ne pouvais à peine atteindre tant les pleurs et les cris envahissaient l'espace. Les parents hors de portée de vue, aucun moyen d'échapper à ce traquenard, même si une dame venait vers moi en souriant et en me prenant dans ses bras, je ne voulais que ceux de maman et ne plus jamais venir là. J'ai appris à reconnaître la classe, les autres enfants, les rituels des journées, mais finalement, je ne sais pas si je suis content aujourd'hui d'être là. La question de l'école représente un réservoir de vécus tout plus traumatisants les uns que les autres. À part quelques grandes personnes qui ont réussi le tour de force de passer à travers les douloureuses expériences des apprentissages, les autres sont restés marqués par un univers imposé en masse mais dans l'incapacité de produire autre chose que des souvenirs mitigés. Si vous posez la question, à quoi sert l'école? Il y a de fortes chances que vous obteniez comme réponse, à travailler. Or l'école vient du mot grec skol signifiant repos, temps de loisirs.
Le travail vient du mot latin trepalium signifiant instrument de torture. On comprend bien qu'il va être difficile de faire cohabiter ces deux notions, servant pourtant de base à la représentation collective de l'école. Si vous interrogez votre entourage, l'école est un lieu qui sert à apprendre. Or, le premier objectif de l'école est de socialiser les enfants, apprendre à vivre ensemble avec nos différences. Puisque nous sommes à l'école, faisons des maths et posons une équation. École. Lieu de vie communautaire plus lieu d'enseignement égal. Lieu d'épanouissement personnel. Il est souhaitable de faire la différence entre les accès aux apprentissages et la scolarisation. Pour préparer les premiers et permettre la seconde, les parents ressentent très tôt la pression sociétale sur l'école. Ils doivent anticiper les attentes et les objectifs de la scolarité de leur enfant, sous peine de ne pouvoir échapper au sentiment de culpabilité en cas d'échec de leur progéniture. En France, les enfants sont scolarisés à l'âge de 3 ans en moyenne sur tout le territoire. Il est parfois possible de les scolariser dès l'âge de 2 ans. On peut discourir du bien fondé de cette réalité et entendre les arguments les plus divers. Les enfants seront très tôt dans un bain langagier nécessaire à leur construction future. Ils bénéficieront au moins une fois par jour d'un repas équilibré. Ils seront protégés des effets nocifs des écrans, et cela fera faire des économies importantes aux parents en termes de mode de garde. Malheureusement, l'univers de l'école n'est absolument pas adapté à ce qu'est un enfant. Et loin de lui permettre un épanouissement personnel constructif, la surcharge des classes de maternelle et des autres niveaux par la suite ne fait que poser des bases qui serviront à l'accroissement des écarts pédagogiques. Et ce ne sont pas les enseignants qui en sont responsables, mais plutôt nos politiques bien plus concernés par des logiques économiques que par la réelle plus-value de guider les enfants dans les apprentissages. Le tout premier apprentissage est la capacité à communiquer. Quel que soit le mode utilisé, la communication est le fondement indispensable à l'intégration d'un groupe familial, social ou professionnel. Les parents sont constructeurs de la capacité ou non à communiquer de l'enfant. Ils vont l'aider à développer sa curiosité, son langage, son regard sur l'extérieur. La manière dont l'entourage entre en communication avec l'enfant impacte fortement ses capacités à intégrer de nouveaux savoirs. De quoi l'enfant a-t-il le plus besoin ? De comprendre et de se faire comprendre. Pour cela, les parents disposent du langage oral, des regards, de l'intonation de la voix, de la gestuelle corporelle, du toucher, bref des 5 sens que l'enfant va développer au fur et à mesure des mois où il grandit. L'âge obligatoire de la scolarité est de 6 ans en France. L'âge moyen de la première scolarisation est de 3 ans, associé le plus souvent à l'acquisition de la propreté diurne. De la naissance à 3 ans, l'enfant va apprendre à parler, à marcher, à manger, à jouer et à faire pipi tout seul. Est-ce à dire que tout ceci ne servirait qu'un seul et unique objectif ? Pouvoir intégrer l'école ? L'enfant a donc besoin d'être prêt et préparé. Cette préparation commence très tôt. La marche est acquise en moyenne autour de 14 mois. Les repas se prennent en autonomie vers 2 ans. Le langage intégrant les petites phrases compréhensibles par l'entourage se situe autour de 2 ans et demi. La propreté diurne est acquise en moyenne à l'âge de 2 ans et demi. À 3 ans, l'enfant est prêt sur le plan de l'autonomie à entrer à l'école. Mais l'autonomie est-elle le seul critère d'entrée ? Malheureusement, non. Bien souvent l'école est choisie car elle est gratuite, et les parents ayant eu recours à un mode de garde rémunéré ont bien compris l'intérêt financier de scolariser l'enfant le plus tôt possible, au détriment souvent de sa maturité affective ou cognitive. L'entrée à l'école devrait plutôt se faire en fonction de cette maturation. Les parents sont rassurés par le discours ambiant qui veut qu'une scolarisation précoce prépare mieux l'enfant à la réussite scolaire. On se rassure et on déculpabilise comme on peut. Les parents ne sont pas responsables de cette position, car ils ont à leur disposition peu de plan B. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête de l'enfant, nous allons faire un peu de neurosciences. L'enfant a un cerveau avec des connexions neuronales complexes qui lui permettent d'utiliser au maximum son potentiel cognitif, mot savant pour dire intelligence. Plus on stimule le cerveau, plus on crée de réseaux complexes neuronaux. La mémoire de travail est en pleine structuration.
L'enfant retient vite et bien les informations qui ne cessent de se déverser dans sa petite boîte crânienne, c'est bien là où règne le danger. Si l'enfant a un parent bienveillant, structurant, aimant, responsable et patient, il va lui transmettre une quantité phénoménale d'informations et de savoirs qui vont l'aider à s'organiser plus tard. Il va enrichir son registre émotionnel en le valorisant face à ses progrès, et en lui apprenant à canaliser ses colères. L'enfant va développer son stock lexical, mots savants pour dire le nombre de mots connus, en parlant beaucoup avec lui. Il va impulser sa curiosité en le sollicitant et en le laissant découvrir et faire des expériences, lecture, activités manuelles, promenades, musique, chant, dessin. Enfin, il va enseigner à son enfant la patience en prenant son temps et en maîtrisant son impulsivité face à l'horloge implacable du quotidien. S'il n'est pas un parent bienveillant, il peut lui faire courir le risque de lui transmettre sa peur, son angoisse, son stress, sa colère. Il peut vouloir échapper à ses obligations d'éducateur en laissant l'enfant face aux écrans ou au lit plus que de raison, en refusant d'entrer dans son monde ludique, en lui transmettant que jouer est ennuyeux, que cela ne présente aucun intérêt et qu'il vaut mieux pour lui se faire tout petit et non dérangeant. Et si cet enfant se manifeste en interrogeant le comportement de son parent, en fonction de sa réponse, il peut lui faire croire que solliciter l'adulte est synonyme d'agacement et de colère, ce qui bien plus tard l'empêchera de solliciter son entourage scolaire ou l'aide autour de lui. Quand on a compris cela, l'école actuelle étant essentiellement fondée sur les savoirs reçus et dispensés par des adultes de plus en plus statiques à mesure que l'on grimpe dans l'échelle de la scolarité, on a compris combien, avant même de commencer à étudier, les enfants sont inégaux face aux apprentissages. L'État porte encore un discours post-68 sur les parents dans leur fonction primaire d'éducateur, en leur expliquant que l'important est d'être là, même défaillant, imposant de fait aux travailleurs sociaux, éducatifs et pédagogiques la responsabilité de la réussite de l'éducation des enfants en milieu défavorisé. Les politiques n'ont toujours pas compris que cette position empêche les parents en difficulté d'évoluer. Même s'il n'est jamais agréable d'entendre qu'on ne remplit pas son rôle de parent, il est en tout cas préférable à ce discours de prime abord généreux et déculpabilisant, mais qui au final se transforme en discours condescendant. Les pauvres, ils ne savent pas faire, ce n'est pas de leur faute, et enferme les parents défaillants dans leurs problématiques d'évitement. L'État, toujours lui, va même jusqu'à proposer de scolariser les moins de 3 ans sous prétexte qu'ils sont mieux à l'école qu'au domicile de leurs parents. Au moins ils mangent une fois par jour et ne sont pas devant la télé. Si. J'en ai marre. Dans ma maison ça crie tout le temps. Il y a que maman parce que papa il est parti, et on le voit plus. Et les amoureux de maman, ils sont pas toujours là et c'est pas toujours les mêmes. Et puis moi je dois garder mon petit frère et mon grand frère. Il tape ma sœur et il tape sur nous parce qu'il se croit le plus fort. C'est lui qui est toujours devant l'ordi et nous, on prend la tablette de maman et on fait des jeux. Et quand il a ses copains, on regarde Fortnite avec lui mais on peut pas jouer parce que ses copains ils veulent pas. Maman elle est fatiguée et elle fait une sieste. C'est ma grande sœur qui fait le manger et qui range les affaires. Moi je joue dans la cour derrière les immeubles avec mes copains, et maman elle crie par la fenêtre de venir. J'ai pas le droit de rester chez nous quand il y a son amoureux qui vient parce qu'ils font des trucs. Mon frère il m'a dit il baise et ça me fait rigoler. J'aime bien manger des chips avec du jambon devant la télé quand maman elle travaille, et que c'est ma grande sœur qui nous garde. J'aime pas l'école. Il faut toujours travailler et faire les devoirs, et je suis nulle en lecture. On fait le catch avec mes copains mais la maîtresse elle nous gronde. Lénie 7 ans. Les parents ont des responsabilités envers leur enfant, et la première est de lui assurer un développement physiologique, psycho-affectif et social de bonne qualité, ce qui les amène ou devrait les amener à réviser leur position et à se remettre en cause régulièrement. Accepter l'engagement d'être un parent n'est pas un jeu ni une réparation, ni une consolation. Ce n'est pas non plus un accident, une obligation ou un devoir. Cela doit rester un souhait consenti, pleinement compris et accepté, intégrant toutes les conséquences de la posture parentale. Il y a du boulot. Si j'ai 7 ans, je suis soit en CP, soit en CE1, ça dépend de quand on est né. Mais si tu me demandes mon avis, je préfère les vacances. Quand tu vas à l'école déjà,
Tu dois te lever tôt, manger vite ton petit déjeuner, sortir dans le froid, trimballer ton cartable sur ton dos. Même si ma copine Suzy elle a un cartable à roulettes, tu dois attendre dans la cour. Il y a toujours du bruit, dans la cour, dans les couloirs, dans la classe il y en a moins, et aussi à la cantine, c'est horrible le bruit à la cantine. Tu dois toujours t'asseoir correctement, ranger tes affaires au bon endroit, te souvenir de tout. Tu n'as pas le droit de te retourner pour parler avec tes copines, tu ne peux pas boire ou manger, ni aller faire pipi sauf à la récré. On a du stress pour les contrôles et en plus, il y a des enfants méchants qui font des histoires dans la cour. Alors moi, je préfère rester à la maison même si je dois supporter mon frère toute la journée. Amy, 7 ans. L'école de la curiosité. Et si nous organisions une autre école? Une école où les parents seraient aux côtés des enseignants pour apprendre et être guidés. Où chacun donnerait des solutions dans un échange partenarial constructif. Si les enseignants veulent que les enfants progressent, ils ne peuvent le faire qu'avec leurs parents à leur côté. On l'appellerait l'école de la curiosité. Découvrir, s'enrichir d'émotions, de sensations, déguster les apprentissages comme on découvre un nouveau gâteau. L'école pourrait devenir un formidable terrain d'apprentissage. L'école, c'est le seul endroit où l'enfant peut se retrouver dans un groupe de 25 ou 30 élèves avec des aspirations communes. Pour préparer les bases des savoirs du primaire, l'école maternelle organise son cerveau. Elle prépare le détachement maternel, met en place l'autonomie, organise le repérage spatio-temporel, dans l'espace et dans le temps, et développe les compétences linguistiques et manuelles nécessaires à l'acquisition de l'écriture, de la lecture et des mathématiques. L'enfant va donc observer, écouter, échanger, manipuler, reproduire, enrichir ce langage d'évocation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.